Donc on a entendu ce matin Xavier Roth et Serge Ramel. Peut-être certains d'entre vous ont participé à l'atelier avec Jean-Pierre Douta, qui a une double casquette puisqu'il est chef d'entreprise et aussi élu au Grand Conseil du canton de Fribourg. C'est juste ? Oui. Voilà. Et puis Gaëtan Drezen, qui lui représente quelqu'un qui travaille dans un exécutif. Vous êtes responsable de l'unité de transition dans le canton de Vaud. Alors voilà, je voulais peut-être commencer à donner la parole aux deux personnes qui ne sont pas encore intervenues aujourd'hui. Donc vous, Gaëtan Drezen, et puis Christophe Rémy. Dans ce type d'atelier, donc c'est évidemment très compliqué parce qu'on est allé dans des directions très différentes, de créer du sens et du lien dans tout ça. Moi, quand j'ai parcouru comme ça les notes que vous avez livrées sur ces flipcharts, il y a différentes questions, hein, et puis il y en a quelques-unes qui sont récurrentes depuis le temps qu'on fait ces rencontres, notamment la question de l'AFP, est-ce une formation qui est un bout de CFC, donc enfin un demi-CFC, on fait une AFP dans le but ensuite de faire un CFC, ou est-ce que c'est un métier en soi? Voilà, ça c'est quelque chose qui est récurrent. Et puis il y a aussi la question de valoriser les AFP dans le monde du travail. Donc en fait, le monde du travail ne connaît pas encore ces métiers, puisque c'est quand même aussi des métiers, même si ce n'est pas encore peut-être tout à fait accepté comme tel. Et comment est-ce qu'on peut les valoriser? Mais on voit aussi, on a vu ce matin que ce n'était pas seulement une question des AFP, parce que les ASSC, donc les assistants en soins et santé communautaires qui sont des CFC, ont reconnu le même problème de reconnaissance sur la place de travail de ces nouveaux métiers. Et puis il y a la question qui là aussi touche l'ensemble du monde de l'apprentissage, c'est la question des places d'apprentissage, avec peut-être autour des AFP, vous avez parlé d'un partenariat où là il y a des liens à créer avec les entreprises. Des liens peut-être autour d'une autre manière d'accompagner des apprentissages avec peut-être une adaptation à l'apprenti. Voilà, je ne sais pas, au fond, là c'est mon imaginaire qui brode autour de ce que vous avez rapporté. Quand je lis ça, je suis partagée au terme de cette journée, comme on peut faire un bilan, entre être dans des considérations politique ou philosophique, hein, puisque au fond, on sent qu'il y a un souci humaniste autour de ces jeunes particuliers. Voilà, où déjà quand je dis particulier, c'est que je les définis par rapport à une norme, hein, mais un souci humaniste et un souci de cohésion sociale, alors qu'on est dans une économie libérale qui, au fond, elle fait fi. Enfin, on sent que c'est des forces divergentes. Donc je suis partagée entre être dans ces sphères-là, mais aussi vous, demain, vous serez peut-être face à votre classe, face à un apprenti. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà. Donc c'est un peu peut-être dans ces deux directions-là que je vais interroger les personnes autour de cette table. Et puis, Gaëtan Drezen, la question que j'avais envie de vous poser, puisque vous êtes dans l'unité de la transition, donc en fait, vous êtes à la fois responsable de personnes qui accompagnent des jeunes dans la définition d'un projet professionnel, mais vous êtes aussi quelqu'un qui construisait des représentations sur le monde du travail. Alors peut-être par rapport à ces questions à la fois de regard sur ces apprentis voilà, qui eux n'ont pas réussi par la voie royale puisqu'ils passent par une voie de transition, et puis les attentes du monde du travail. Qu'est-ce que vous leur dites aux personnes qui travaillent dans votre secteur? Vous parlez des étudiants, des apprenants ou des enseignants? Non, je parle des professionnels qui travaillent dans le champ de la transition et qui accompagnent eux-mêmes des apprentis. Oui, alors il y a plusieurs, finalement, il y a plusieurs mesures de transition. Les mesures de transition classiques, il y a l'apprentissage, qui peut se faire soit en dual, soit en école de métier à temps plein. Et puis, toujours à temps plein, il y a la grande structure qui est l'école de la transition, qui s'appelle maintenant l'OPTI. Mm-hmm. Et donc là, effectivement, il y a des équipes d'enseignants
avec donc des équipes d'enseignants, mais aussi un réseau avec médiateurs, assistantes sociales, infirmiers, conseillères et conseillers en orientation. Et donc là, les gens sont a priori, l'idée c'est de travailler en équipe. C'est pas travailler seul face à une classe et face à des jeunes qui ont des problématiques des fois multiples. Alors, il y en a, pour la plupart, eh bien, ils n'ont pas trouvé de place parce que, voilà, ils avaient peut-être choisi une voie qui était difficile d'accès, ils ont passé un examen d'entrée à une école professionnelle et puis une école de métier, ils l'ont raté. Voilà. Et puis il y en a d'autres, effectivement, qui vont avoir beaucoup plus de difficultés à intégrer une formation professionnelle. Donc c'est cela, effectivement, les enseignants qui vont avoir affaire à ce genre d'élèves, ils vont avoir à mobiliser un maximum de ressources personnelles, de stratégies d'enseignement, de liens avec les jeunes. On n'a pas une obligation, la transition, il n'y a pas une obligation de résultat, mais il y a une obligation de moyens. C'est donc les enseignants qui travaillent donc dans les différentes structures, préapprentissage ou école de la transition, ce sont des professionnels. De plus en plus, le recrutement est fait pour que ces gens-là soient là, non pas par défaut, mais par plaisir. Enfin, les enseignants qui sont, la plupart, je crois, des enseignants qui sont à l'école de la transition, sont là par choix, vraiment. Donc, c'est des enseignants qui savent qu'ils vont avoir face à eux des élèves pas forcément très scolaires, mais qui ont des capacités qu'il va falloir révéler des fois le plus souvent aux élèves eux-mêmes, parce que souvent c'est des élèves qui ont une très mauvaise image d'eux-mêmes. Et donc, dans un premier temps, le travail de ces enseignants, ça va être de révéler les potentiels des élèves à eux-mêmes. Voilà. Merci. Et Christophe, puisque tu as fait partie des personnes qui ont organisé cette journée et puis que tu y as participé, au fond, voilà, demain, si tu te retrouves face à tes collègues, qu'est-ce que tu pourrais leur dire qui puisse, au fond, peut-être faciliter leur activité ou leur être utile au terme de cette journée? Bon, je vais déjà me retrouver face à mes élèves demain après-midi. Qui est un groupe de AFP, et c'est vrai que ça m'interroge beaucoup sur la responsabilité de l'enseignant. Parce que face à des situations qui demandent de la différenciation, où il faut être créatif, l'enseignant il est souvent bien seul, et puis on n'a pas toujours les réponses à apporter. Donc moi, ce que je retiens des 2 conférences qui nous ont été présentées, c'est finalement oser sortir d'un certain cadre, parce que c'est des élèves qui ont besoin de béquilles peut-être qui n'existent encore pas. Et dans le monde enseignant, c'est peut-être pas courant de faire ce pas-là. Moi, je viens d'une première formation d'enseignant primaire à travers l'école normale, on en a parlé un petit peu ce matin, qui nous formait en tant qu'instituteur, et je pense qu'on a été finalement amené à fonctionner d'une certaine manière, et face aux élèves qu'on dit en difficulté, il faut pouvoir sortir un petit peu et créer peut-être d'autres outils. Ça, c'est par rapport à mes élèves. Ensuite, dans mon mandat de coordinateur des mesures intégratives pour le canton, où on a un concept qui a été défini, mais qui n'est pas encore mis en place, j'encouragerais les personnes à chercher des solutions, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui mettent en place des choses originales, mais qui sont encore peu valorisées. Et quand les enseignants se retrouvent face à un blocage, je les encouragerais à échanger entre eux. On parle beaucoup de solitude aussi dans le monde enseignant, donc d'échanger et de se former à travers différents moyens, comme des journées comme aujourd'hui ou bien l'intervision. Merci. Alors, je vais m'adresser aux 2 chercheurs qui nous ont parlé ce matin. Je ne sais pas si Xavier Roth, vous vous définissez aussi comme chercheur, mais la question c'est, en fait, les 2, vous nous avez invités, au fond,
à transgresser. Enfin, Xavier Roth, vous nous avez plutôt dit que quand on travaille, on transgresse. Donc voilà, comment est-ce qu'on vit avec cette nouvelle ou une nouvelle manière de se regarder travailler. Mais au fond, et puis Serge Ramel, vous nous avez aussi montré une image de rebelle. Voilà. Alors au fond, voilà, on est dans une situation quand même de lutte. Voilà, je ne sais pas comment, c'est peut-être une image un peu forte, mais au fond, si on veut défendre l'intégration et l'inclusion, l'intégration professionnelle et l'inclusion dans les écoles et en formation professionnelle, on doit lutter. Est-ce que vous le percevez comme ça ? Est-ce que c'est une vraie question, ça ? Non, mais une chose est sûre, c'est un fait scientifiquement démontré, que vous le vouliez ou pas, vous transgressez. Alors vous pouvez vivre dans l'idéologie pour être dans la norme, parce qu'on vous dit de suivre les règles, vous pouvez vivre dans l'idéologie, vous dire non, moi, je ne transgresse jamais. D'ailleurs, faites un petit test. Quand quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous faites comme job, souvent vous allez lui sortir le prescrit du métier. Jamais vous n'allez lui dire ce que vous faites concrètement. Vous fonctionnez uniquement sur les stéréotypes qui s'attribuent au métier. Parce que généralement, on a plutôt intérêt à être dans la norme. Et c'est vrai que c'est inconfortable de dire, notamment à son chef, à son responsable, écoute, tu me donnes des normes, mais sache que, parce que j'ai toujours des élèves qui sont dans des situations singulières, tes normes générales, je suis toujours obligé de les actualiser, de les personnaliser. Ce que j'aurais envie de dire, enfin, il y a quelque chose d'assez récurrent que j'ai entendu aujourd'hui, c'est l'idée que les élèves, mais nous, enseignants, nous sommes en situation de conflit de normes permanent. On est toujours en tension entre des normes institutionnelles qu'il nous faut bien appliquer, mais aussi des normes morales. On parlait d'une société inclusive, ça ne va pas sans un ensemble de valeurs qui vont parfois, paradoxalement, à l'encontre des normes institutionnelles qu'on est censé mettre en œuvre. Et donc, je trouve qu'une bonne manière, enfin, un bon outil pour avancer et progresser dans son métier, c'est déjà d'avoir conscience et de clarifier les situations de tension normative qu'on vit au jour le jour dans notre métier. Parce que souvent, les enseignants, ils pensent avant tout à leurs élèves. Qu'est-ce qu'ils vivent, eux ? Mais les enseignants vivent aussi des tensions. Et ces tensions, alors on peut vivre dans l'idéologie de dire bon ben non, moi je fais que mon job, je fais mon taf, point. Mais ça, à mon avis, c'est pas satisfaisant parce qu'on ne progresse qu'à partir du moment où on a conscience d'obstacles sur lesquels on va pouvoir travailler pour pouvoir avancer. On en a discuté longuement avec mon collègue à côté, justement, pendant la pause déjeuner. Je crois que un des moyens de progresser dans la vie et dans le métier, c'est de prendre conscience de ces tensions de normes qu'on vit, de ces obstacles, pour voir comment on s'y prend collectivement pour lever ces obstacles de manière à, en fait, faire paraître un travail qui bien souvent reste invisible. Pourquoi ? Parce qu'on vit sous la tyrannie de la norme. Peut-être avant que Serge Ramel vous rebondissiez, vous avez parlé de collectivement. Je pense que des fois, quand on vient ici, vous avez des attentes autour de... Ici, il y a un collectif dans ces journées. Peut-être des fois, vous avez interpellé l'IFFP, au fond, comme si on avait du pouvoir, alors qu'on n'en a pas. On est juste une école. Mais au fond, alors collectivement, j'ai envie de renvoyer la question à la salle. Qu'est-ce que collectivement on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans vos établissements ? Comment vous pouvez poser cette interrogation que Xavier Roth vous a posée collectivement ? Où peut avoir lieu le collectif ? Juste pour compléter, je crois que les renormalisations, on les fait tous. Mais les rendre visibles, ça ne peut se faire que via un support collectif. Parce que plus on va partager le fait qu'on tous nous renormalisons sur le terrain, plus ça va être facile pour nous de militer pour la mise en visibilité
de ces renormalisations, de ces transgressions qu'on fait. Mais si vous êtes tout seul dans votre coin, effectivement, c'est beaucoup plus dur au regard de l'institution d'en faire paraître la valeur. Je m'arrêterai là. Donc vous suggérez au fond qu'une des choses, c'est de partager les renormalisations que l'on fait. Voilà. Est-ce que ça suggère quelque chose à quelqu'un de quelque chose que vous pourriez faire concrètement, un espace où vous pourriez partager ces renormalisations que vous faites dans votre travail? Ou est-ce que la notion de collectif ou d'espace collectif, vous pourriez faire évoluer ensemble, vous suggère aussi quelque chose? Alors je vois deux questions, deux mains qui se lèvent. Je vais peut-être... voilà. Oui, voilà. Nous, on est donc les trois présents de Genève. Et c'est vrai qu'on a décidé de se réunir au niveau des 6 pôles de formation professionnelle en un groupe de pilotage pour finalement valoriser le profil AFP, le mettre en visibilité. Et pour cela, on a des rencontres. On a organisé encore dernièrement, le 1er novembre, la deuxième journée cantonale d'AFP à Genève, en vue de préparer la Cité des métiers. Et c'est vrai que de travailler ensemble, tous les pôles confondus, dans cette journée, on a regroupé 260 apprentis qui ont été dispatchés dans certains ateliers, leur permettant de se rencontrer dans les différents pôles professionnels. Et le fait que nous rencontrions aussi dans les différents pôles professionnels et le fait de partager ce qui est de nos difficultés, ce qui est de nos ressources, ce qui est de nos joies, parce qu'il y a aussi beaucoup de joie, a été quelque chose de très fort. Donc c'est vrai que le collectif, on le sent fort actuellement sur Genève avec ce groupe et ce projet de Cité des métiers. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil que je voulais faire. Voilà. Ce qui est que j'en ai vu une petite partie et que je trouve intéressant parce que vous amenez les apprentis AFP eux-mêmes à revaloriser leur métier. Absolument. Je vais passer la parole. Moi, j'arrive en fin de carrière professionnelle et puis quand on parle de collectif, moi, ce que je peux dire dans mon expérience d'enseignante, c'est le collectif, c'est les collègues avec qui, moi, je pense que j'ai eu de la chance d'être dans un milieu où on a beaucoup partagé, on a essayé d'avancer ensemble, de trouver des pistes, mais je me suis pas toujours sentie soutenue par mes responsables supérieurs, par certains oui, des fois, par d'autres pas. Et puis même, à certains moments, justement, peu d'espace, ou voire pas d'espace pour partager ça. Où on avait des réunions qui étaient très formelles sur de l'information. On parlait de communication, mais pour moi, c'était même pas de la communication, c'était de l'information à sens unique. Et peu d'espace, justement, pour parler pédagogie, je mets le terme avec 36 000 guillemets, mais de tout ce qu'on vit justement comme enseignant, avec toutes ces difficultés qu'on rencontre, parce que ça peut être des élèves en difficulté, mais c'est aussi les élèves qui sont dans la norme, entre guillemets, dans l'autre norme, si on peut dire. Et puis moi, je pense que le collectif est hyper important et hyper porteur. Moi, je dis simplement merci à mes collègues, parce que c'est grâce à eux que je pense qu'on a pu faire des choses et on a pu avancer dans ce sens-là. Je vais juste vous demander une précision avant de passer la parole à Serge Ramel. Mais quand vous dites je me suis sentie peu soutenue par ma direction, de dire qu'en fait vous n'avez pas la même préoccupation, quelle serait la préoccupation de la direction ? On entend que la vôtre, elle est pédagogique, elle est de l'ordre de l'apprentissage et de la formation des élèves. Quelle serait celle de la direction ? Alors, du vécu qui est plus actuel, mais c'est un vécu de management, simplement. C'est des chiffres, c'est des choses qui sont de l'ordre du management, mais où la première préoccupation, c'est de faire... Moi, je l'ai vécu comme ça. Je sais pas, je vais pas généraliser, mais je l'ai vécu comme si moi, comme enseignante, je devais être au service de l'administratif de l'école pour que les choses rentrent dans des cases et des tableaux Excel. C'est un peu ça, le vécu. Hein. Et puis, où toute ma richesse à moi,
mes compétences étaient secondaires dans cette organisation-là. Donc, où c'était vraiment le côté, j'ai rien contre les managers, hein, c'est pas ça, mais c'est mon vécu où je me dis, ma place, ma compétence et mon mandat d'enseignante, je ne l'ai pas senti à certains moments soutenu dans mon rôle et dans ma mission. Merci. Alors, on était parti sur la question que vous nous incitiez à résister. Qu'est-ce que vous voulez peut-être je vais dérouler. Vous reconnaissez quand je vais dérouler de votre sens parce qu'il s'est passé plein de choses à partir de ça, donc je vais renrouler les choses depuis où c'est parti là maintenant. Je pense que la première chose, vous avez peut-être aperçu que j'aime bien utiliser des images de mes présentations. Une image que j'ai pas mise mais que j'aime bien utiliser de temps en temps, vous allez essayer de vous représenter. Imaginez-vous un crayon, ok, c'est bon de votre tête. Maintenant vous essayez de le casser. Ok, est-ce que vous arrivez sans problème? Maintenant vous prenez 15 crayons ou 20 crayons. Vous les reliez avec 2 élastiques, puis vous essayez de casser les 20 crayons. Est-ce que vous arrivez à le faire? C'est plus compliqué, vous n'arriverez pas. Donc en fait, un groupe de solitaires est nettement plus fragile qu'une communauté solidaire. Donc c'est la première chose que j'ai envie de dire par rapport à cette résistance, c'est qu'elle peut s'organiser, et je vous rejoins tout à fait, que si le collectif s'organise là autour. Parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir aller plus loin. Maintenant, la deuxième chose, c'est que pourquoi se réunirait ce groupe, ce collectif? Moi, ce qui me frappe chez les enseignantes et les enseignants, quand on les fait discuter dans une conférence des maîtres, un truc comme ça, etc., c'est que très souvent, il y a un appel à renforcer les normes existantes parce qu'on est insécure, on ne sait plus très bien sur quoi, et on a fait cette expérience dans le canton de Vaud avec le règlement d'application de la loi sur l'enseignement obligatoire qui aujourd'hui a été remis en question, ça a même suscité pas mal de remous au niveau politique. Les premiers qui ont exigé des clarifications qui leur ont tiré une balle dans le pied, c'est les enseignantes et les enseignants. À force de vouloir rigidifier certaines mesures au niveau du règlement d'application, enfin la loi qui était assez large, eh bien il y a certaines règles qu'ils ont dû appliquer et qui se sont fait prendre à leur propre piège. Pourquoi? Parce que ça c'est il y a ce besoin d'être sécurisé, mais c'est malgré tout, on n'a pas assez conscience, et ça je cite mon collègue Luc Prudhomme, qui est aussi co-directeur du laboratoire, qui disait on voudrait aujourd'hui résoudre des problèmes de demain avec des solutions d'hier. Puis c'est comme s'il fallait, dans ce contexte actuel, essayer de renforcer les solutions d'hier, les renforcer, les bonnes vieilles recettes qui ne marchent pas, dont on sait qu'elles ne marchent pas, et ce collectif devrait réfléchir à autre chose. Alors comme il est fort parce qu'il s'est réuni en collectif réellement, pour revenir à la première question de départ, certes, peut-être que je suis un rebelle, ça c'est, je sais pas. Oui, une phase, une ministre qui avait dit en propos, qui m'a remercié pour mes propos pertinents et impertinents. Je pense qu'on doit être à la fois impertinent, mais ça suffit pas, il faut aussi qu'on soit pertinent. Mais par contre, j'aime bien en fait ce même collègue Luc Prudhomme qui disait quand faire preuve de créativité, c'est aussi parfois faire preuve d'une certaine délinquance institutionnelle. Mais cette délinquance institutionnelle ne doit pas se passer n'importe comment. Je ferai une différence entre le pirate et le corsaire. Alors, dans nos représentations, on pense à la même chose. Le pirate, c'était juste quelqu'un sans foi ni loi qui méritait d'être pendu haut et court. Le corsaire, il tenait sa lettre de course du roi, et en fait, parce qu'il tenait sa lettre de course du roi, dont mon exemple, ce serait par exemple la Constitution fédérale, etc., se permettait en fait d'avoir des comportements qui sortaient des normes habituelles du combat, de mer, etc., et tout ça. Et ça, je trouve intéressant. Donc les corsaires, ils étaient consignés, quand ils étaient prisonniers par l'ennemi, hop, ils étaient pendus haut et court, que ça ne changeait rien, mais ils étaient considérés comme des soldats du roi, mais qui sortaient des normes habituelles. Donc peut-être qu'on ne doit pas être des pirates, mais des corsaires, et puis de se dire à quel droit supérieur, à quelles normes supérieures, qui des fois sont au niveau des valeurs, on se réfère. Quel serait notre roi qui nous aurait donné quelle lettre? Moi, je pense qu'au niveau de ce que je vous ai présenté comme texte, pour moi le texte vraiment fondamental, c'est quand même la Constitution suisse avec l'article 1er. Et puis après, il y a certains éléments de la Constitution fédérale. On prend par exemple l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est écrit où dans une loi qu'on doit le mettre en place? C'est écrit nulle part. Pourtant, on est en train de se battre aujourd'hui, et encore plus ces temps, dans la manière dont les gens sont en contact les uns avec les autres pour que ça change. Et c'est au nom de ce droit supérieur qu'on se bat. Donc il y a bien des moments où on doit être
Ouais. les pirates et rédiger nos propres lettres. Des corsaires, des corsaires, parce que la lettre de course, on l'a. En fait, on a un projet de société qui est posé au niveau de la Constitution, qui n'est pas toujours encore réalisé, puis qui se dévoie progressivement dans les lois, mais surtout dans les règlements d'application, puis dans les directives internes des établissements. Parce qu'il y a bien plus de contraintes au niveau des directives internes des établissements que ce qu'il y en a dans les lois et la Constitution. Merci. Vous avez parlé du fait qu'en fait, on devait répondre à des questions de demain avec des pratiques d'hier. C'est souvent, au fond, comme ça qu'on présente l'école face au monde du travail. Alors du coup, j'aimerais vous donner la parole, Monsieur Douta. Nos préoccupations humanistes et rebelles aussi, bon, je ne vais pas trop insister là-dessus, parce que voilà, mais parce que j'ai déjà une réputation de rebelle. Mais voilà, vous, au fond, quel est votre point de vue là-dessus? Parce qu'au fond, ces jeunes qui viennent ensuite, que vous avez peut-être engagés, au fond, ils doivent travailler, puis vous êtes dans un monde où, en fond, vous avez des règles économiques auxquelles vous devez répondre, vous êtes dans d'autres normes, et comment est-ce que vous arrivez à joindre peut-être des préoccupations de formation et des préoccupations économiques? Oui, merci. La première chose que j'aimerais dire, c'est que la société est faite d'êtres humains qui ont plus de chance, moins de chance, plus de facilité, moins de facilité. L'économie ne serait rien sans les êtres humains. Donc, pour moi, l'aspect social d'une entreprise est prioritaire dans sa philosophie. Une entreprise sans ressources de personnes, c'est rien. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, pour parler des AFP, vous avez parlé tout à l'heure de est-ce que c'est un métier en soi ou une fin en soi. On en a débattu en partie dans mon atelier. Et là aussi, je pense qu'il peut y avoir des nuances. On a vu à travers les personnes qui ont participé qu'un AFP, dans certains cas de figure professionnels, dans certains domaines professionnels, pourrait s'arrêter pour avoir un job à vie derrière. Mais dans d'autres métiers, tels que le mien, entre autres, dans l'artisanat un petit peu plus pointu que routinier, un AFP, si on n'a pas une certaine taille d'entreprise, on peut difficilement s'en servir. Par contre, j'en forme. Donc, il faut aussi que je sois cohérent avec ce que je dis. Et je le forme aussi par un aspect social. Et c'est une fois important. Ensuite, les AFP, on a vu, j'ai entendu par certains que dans certains débouchés, il n'y a pas trop de problèmes. Mais par contre, pour moi, ça doit rester, si possible, un seuil, disons un palier entre des difficultés et un CFC. L'AFP qui arrive naturellement à poursuivre, c'est une grande réussite. On est d'accord. Mais j'ai aussi entendu, je ne sais pas sur Fribourg s'il y a des statistiques du nombre d'AFP formés, qu'est-ce qu'ils deviennent après. J'ai entendu une dame de Vaud qui avait l'air de me dire qu'il y a 20% d'AFP qui passent en CFC, mais ça veut aussi dire qu'il y a 80% qui vont peut-être jamais pouvoir aller plus loin. Et ici, il y a un encadrement sociétal qui doit aussi, à mon avis, être poursuivi. Déjà, il l'a eu jusqu'à 18 ou 20 ans parce qu'il a suivi tout le cursus, mais derrière, je reste persuadé que l'économie peut jouer ou doit jouer un rôle encore plus important, mais il faut aussi qu'on y mette des règles aussi pour favoriser cette prise en charge. J'ai cru comprendre que sur Genève, il existe peut-être des démarches qui sont faites aussi favorisant ceci, sur Vaud peut-être aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai un peu l'impression, pour avoir formé des AFP qui ont terminé, et naturellement, quand on est une petite entreprise d'une quinzaine de collaborateurs, on ne peut pas tous les garder, mais la difficulté derrière qu'ils ont eu pour trouver un débouché dans ce secteur d'activité. Et ça, c'est un problème. Là, il doit aussi avoir... Je crois qu'on doit aussi être clair quand on invite un jeune à partir dans un AFP, dans un tel domaine. On doit aussi, c'est aussi le rôle du formateur, c'est le rôle de l'orienteur, de connaître aussi un petit peu les besoins, j'aime pas dire ça, mais du marché derrière par rapport à l'employabilité de ces jeunes. Et ça, c'est un souci, je dirais quand même, pour ces jeunes que je me fais, parce que la dignité de chaque être humain elle doit être pour tout le monde, et ça ne doit pas non plus être un leurre
Alors ça veut dire que, là je vais faire une tentative d'utilisation des termes utilisés par Xavier Roth, c'est l'apprenti qui doit faire le travail de normalisation. C'est lui qui doit s'adapter au monde du travail. Et c'est pas quel pourrait être le travail de l'entreprise? Quel est le travail que vous avez fait au fond? Parce que vous avez pris des AFP, donc vous avez fait un travail aussi d'adaptation à ce public-là. Alors, vous semblez ne pas avoir les mêmes attendre la même chose du monde du travail de vos collègues entrepreneurs, alors que vous le faites dans votre entreprise. Je m'exprime mal, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Je vais essayer de vous répondre en partie. Comme je l'ai dit, au départ, un employeur, il doit être social. Donc, on va s'occuper de ces jeunes. Maintenant, ces jeunes qui arrivent avec toutes sortes de difficultés ne peuvent pas non plus être orientés dans n'importe quelle direction, même si c'est peut-être la volonté du jeune. Parfois, il faut avoir le courage de lui dire, écoute, ce domaine d'activité, typiquement un jeune qui veut bosser que dehors, on ne va pas l'orienter pour aller dans une entreprise industrielle qui fait de l'alimentaire. On est d'accord. Maintenant, pourquoi beaucoup d'entreprises que je connais ne veulent pas prendre ces jeunes aujourd'hui? Ça, c'est un problème. Parce qu'il n'y a pas assez d'encadrement et d'appui, j'estime. Dans le domaine que je connais, je n'en fais pas une règle générale. Mais par contre, de former ces jeunes, c'est aussi des charges et des coûts pour une entreprise. Un CFC qui est standard, on lui donnera une fois, voire 2 fois l'information, il l'a fait. Un AFP, il faudra peut-être 3 fois ou 4 fois. Et puis peut-être que ce ne sera encore pas fait de manière, même si c'est simple, correcte. Donc ça demande de l'énergie, ça demande des moyens. Et ça, je pense que c'est aussi le rôle de l'État d'aider l'économie. On a l'air de dire que c'est l'économie qui fait tourner l'État, mais l'État doit aussi aider l'économie dans les conditions cadres nécessaires à pratiquer ce genre de choses. Et pour moi, ce serait terrible qu'on est en train de qualifier une partie des gens sur la rive gauche, tant pis s'ils passent en bas le talus. Par contre, on doit avoir cette sensibilité sociale, et je suis sûr qu'une majorité des entreprises les ont, si ce n'est peut-être les plus grands néolibéraux qui veulent que du rendement, et puis que dès qu'il y a une petite poussière, on prend des décisions malheureuses. Avant de donner la parole je vois une main qui se lève, j'avais envie de rebondir. Est-ce que M. Bourquenoux est dans la salle? Oui. Parce que dans votre groupe, il y a eu une idée de partenariat avec les entreprises. Est-ce qu'il y a quelque chose qui rejoint au fond ce que dit M. Douta là, autour de permettre aux entreprises d'engager des AFP en les soutenant? Tout à fait, on est en réflexion actuellement avec l'État, parce qu'on se dit bien qu'il faudrait peut-être une rémunération pour les patrons qui prennent ces jeunes en formation AFP. Donc pour moi, la question, ça serait vraiment de se mettre tous ensemble, les politiques, les professionnels, les patrons et les politiques, ouais, pour trouver des solutions ensemble. Moi, je pense qu'on doit tous se mettre autour de la table pour aller d'avant. Donc si j'ai bien compris, vous avez commencé à vous mettre autour de la table? Donc oui, à Fribourg, on a une commission des jeunes en difficulté, j'aime pas trop ce terme, mais donc il y a eu un projet qu'on a dû déposer pour aller dans ce sens-là, pour pouvoir en tout cas offrir en tout cas une année supplémentaire à ces jeunes pour pouvoir bénéficier plus tard d'avoir moins de difficultés à rentrer dans une AFP par exemple. Donc c'est un projet pour l'instant, c'est en discussion, mais je vois que il faut comment dire, stimuler les politiques pour faire bouger les choses. Merci. Je vais donner la parole et une question. Une question à M. Douta? Oui, je voulais savoir si dans votre rôle de député, vous avez déjà interpellé le Grand Conseil sur ces questions-là, de l'intégration, de l'aide aux entreprises, etc. Oui.
Écoutez, je vous remercie pour la question. Je suis député depuis 5 ans. Je faisais partie, entre autres, de la commission des HESSO. On était plutôt au niveau supérieur, où je me suis occupé de certains dossiers à ce niveau-là. Mais jusqu'à présent, on en a parlé avec M. Bourquenoux, il y a des questions et des orientations qui sont souhaitées dans cette direction, en tout cas, d'interpeller l'État et le Conseil d'État, voire les partenaires. On va s'y atteler certainement, mais personnellement, je n'ai rien fait depuis 5 ans dans ce domaine-là, politiquement. J'ai fait professionnellement. Mais j'ai envie de rebondir là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui n'intéresse pas les politiques. Il y a peu d'interpellations au Parlement par rapport à ces questions de formation. Et on a sollicité la presse aujourd'hui, elle n'est pas venue. Ce n'est pas un thème qui intéresse la presse non plus. Par votre question, vous donnez presque déjà des réponses. C'est vrai que c'est un domaine, malheureusement, qui n'est pas assez pris au sérieux. Nouveau sur l'aspect humain, j'insiste. Et par contre, c'est vrai que c'est peut-être pas un problème prioritaire de l'État ou prioritaire de l'économie, mais par contre, je reste persuadé qu'on doit s'occuper de ces jeunes. Quand on s'occupe de ces jeunes, on ne s'occupe pas que de ces jeunes, on s'occupe des parents, on s'occupe de l'entourage de ces jeunes, on s'occupe vraiment de leur faire un épanouissement et de leur permettre d'avoir des conditions de vie qui sont aussi très heureuses, ou je ne sais pas comment on dit ça, ou avec un certain plaisir. Donc, on ne doit pas tout tourner non plus sur l'aspect économique. On sait que tout ne peut pas être qu'économique, heureusement, parce qu'il y a l'humain en premier, mais par contre, on doit, je pense, réfléchir ensemble, comme vous l'avez dit, on est toujours plus intelligent que tout seul. Et puis, c'est des domaines de niche quand même, excusez-moi de le dire ainsi, certainement pas pour vous, mais qui demandent à peut-être encore un peu plus d'énergie pour faire un peu bouger les choses. Mais vous qui êtes confrontés jour après jour à ces problèmes, j'allais dire, mais manifestez-vous, inscrivez, faites des listes ou je ne sais pas quoi, de directions possibles ou de problèmes que vous avez qui faudrait être résolus. Tous ne sont pas politiques, hein, on est d'accord, mais je pense plutôt dans la qualité de la société et surtout pour la qualité humaine de ces jeunes qui ont des difficultés. Serge Ramel voulait réagir. Oui, alors, dans la droite ligne de ce que vous venez de dire, on a eu un petit échange avant en disant que la question de l'inclusion, elle ne pouvait pas se traiter séparément aussi de la question du développement durable. Pourquoi on achète Ikea plutôt que dans une entreprise sociale qui soutient les AFP, etc. Donc, quel choix quand j'achète une chaise, je prends cet exemple-là à 500 francs, peut-être que si je n'ai pas les sous, je n'ai pas le choix d'aller chez Ikea, mais si j'ai les moyens, je ferai peut-être le choix de ne pas aller aux Maldives en vacances. Une réflexion comme ça à voir. Et ce matin, j'ai eu la chance, puisque je suis venu depuis Vevey, donc j'ai un petit trajet en voiture, d'écouter la radio suisse romande. Et puis il y avait une économiste, enfin pas une économiste, je ne sais plus si c'était philosophe ou je ne sais pas quoi, enfin bref, qui disait en fait, non, je ne sais pas quoi, non, c'était... J'aurais dit la même chose pour les psychologues, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas qui. Donc c'était pas du tout... Oula qui disait, mais en fin de compte, on est en train de redéfinir les standards internationaux en termes de comparaison internationale, etc., parce que les standards d'avant ne fonctionnent plus. Et puis, elle remettait en question le standard du produit intérieur brut. Le fait qu'on on cible que sur la croissance, le produit intérieur brut, qui est fabriqué par les économistes, même pas par l'économie, même pas par les entreprises, mais par les économistes. Et puis, elle disait, il y a tout un groupe qui s'est constitué au niveau international qui vise à fixer d'autres standards. Par exemple, est-ce qu'il y aurait aussi un produit intérieur du bonheur, du bien-être, etc. Et ce qui serait intéressant, c'est de réussir à mettre en évidence que le travail qu'on fait au niveau, par rapport à particulièrement les AFC, ça doit rentrer dans la balance de ce qui est pris en compte au niveau politique, au niveau économique. Parce que ça rapporte au pays d'investir sur ce secteur-là, qui est un secteur de niche, mais qui peut être très coûteux quand on le méprise. Et ce qui veut dire qu'à un moment donné, on doit, comme citoyens et citoyennes,
interpeller nos autorités pour qu'elles arrêtent de penser tout uniquement au niveau de la production intérieure brute, la balance économique, et puis de la croissance. C'est pas la décroissance dont on parle, c'est la post-croissance. Elle parlait de post-croissance, et je pense qu'on est en plein dans cette réflexion-là, et on participe en réfléchissant aux AFC, etc., ou à ces élèves en difficulté qu'avant on mettait ailleurs dans les institutions, puis on leur faisait faire des allumettes en fagot, puis on vendait ça sur les stands, eh bien, on doit, et c'est sans mépris par rapport à ce travail-là, mais c'était une partie des élèves qui aujourd'hui étaient dans ce rôle-là avant, on doit réfléchir différemment par rapport à ça. Et poser peut-être d'autres normes. J'ai envie de poursuivre. Alors, Xavier Roth me demandait tout à l'heure les sujets qui faisaient polémique. Et je suis très embarrassée à répondre à cette question parce que j'ai l'impression que la polémique, elle est plutôt posée avec des personnages qui sont à l'extérieur de cette salle. Mais peut-être que je me trompe. Est-ce qu'il y a des sujets de dispute entre vous? J'ai souvent le sentiment que les gens qui viennent aux rencontres sont, empreints de leur mission qui est au fond de former ces apprentis et de les permettre de s'intégrer dans le monde du travail, mais peut-être vous n'êtes pas d'accord sur les moyens ou les manières. Est-ce qu'il y a au fond des sujets qui font que vous vous disputez, mais dans le sens noble du terme, entre professionnels? Il y a des disputes, c'est magnifique. Voilà, bonjour. Je forme des apprentis AFP employés en intendance. Et puis, comme vous le savez, l'intendance, parfois, c'est un petit peu le fourre-tout. Quand on a un apprenti, enfin plutôt un ancien élève qui vient à l'orientation, souvent quand il a eu soit de très très mauvais résultats, pour X raisons ou qu'il a un problème 10, on va plutôt le diriger vers l'intendance. Dernièrement, j'ai posé une question à mes apprentis. Comment ça se fait que vous ayez choisi ce métier? Et puis, le 85% de la classe a dit « j'ai pas choisi ». Et ça me fait quand même penser que finalement, le choix d'orientation, il est vraiment très peu large en fait. Il est très étroit pour un jeune en difficulté. Et voilà, c'est... Où est la dispute? Vous êtes fâché avec les conseillers en orientation? Je peux demander... Voilà, oui, enfin sur le système, c'est plutôt le système qui veut ça, moi je pense. Et plus on a de difficultés, plus on va nous mettre de peut-être... Alors, Christophe Rémy, je pensais vous passer la parole, Gaëtan Dresen, puisque vous êtes dans la transition. Au fond, dans les mesures de la transition, il y a des élèves qui sont généralement là parce qu'ils sont en difficulté. Alors au fond, que répondre à madame sur le fait qu'ils ont très peu de choix aussi pour s'orienter professionnellement? Alors, une des clés de voûte du fonctionnement de l'EDT, c'est le projet. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une dotation en conseillères et conseillers en orientation qui tout au long de l'année encadre le jeune pour lui faire trouver un métier qui conviendrait à ses goûts, à ses dispositions, à son niveau. Et évidemment, il y a un entonnoir par rapport, il y a un effet d'entonnoir par rapport à des lacunes scolaires. La façon de contourner la chose, on en avait parlé un petit peu, ça serait de laisser plus de temps. Il est clair que pour certains jeunes, une année de transition, c'est insuffisant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'école de la transition, les élèves les plus faibles, qui sont regroupés dans des classes qu'on appelle SAS, secteur appui en orientation et soutien scolaire, eh bien, ces élèves ont le droit de faire une deuxième année. Voilà. Donc il y a une année un petit peu de remise à niveau et surtout de recherche de projet. Et on s'aperçoit finalement que lorsqu'il y a un projet qui a été identifié, qui s'est cristallisé, comme on dit en termes techniques, eh bien alors là, il y a des progrès très sensibles qui apparaissent, très très sensibles. On sent qu'il
c'est une autre personne qui va finalement s'investir davantage parce que, eh bien, tout d'un coup, les calculs professionnels ont un sens. L'école, tout d'un coup, prend une autre signification pour ces jeunes. Alors, voilà, on dit 2 ans, peut-être pour d'autres, c'est davantage. À l'heure actuelle, il y a un petit jeu de mots qui circule au niveau de la DGEP. C'est aussi peu que possible de transition, mais autant que nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont en transition alors qu'ils ne devraient pas y être. Parce que, voilà, ils ont eu un petit moment, un accroc de parcours, mais en termes de projet, il est clair. En termes de niveau scolaire, ils ont le niveau. Et ces jeunes-là, finalement, bon, ils sont en transition, mais ce n'est pas vraiment leur place. Alors ces jeunes-là, ils pourraient d'ores et déjà commencer un CFC. Voilà. Donc on réfléchit à ça pour que ces jeunes, justement, soient placés ailleurs, parce que finalement, ce n'est pas leur place. La place, c'est pour ces jeunes dont vous parlez, qui effectivement demandent plus de temps, plus de ressources, et il y a une espèce d'investissement sur l'avenir, parce que ces jeunes, si on arrive justement à leur créer un projet de vie, un projet professionnel, c'est des jeunes qu'on ne va pas laisser au bord de la route, et donc c'est du gagnant-gagnant. Merci. Christophe, tu voulais réagir ? Oui, moi j'entends également souvent de la part des apprentis, entre autres dans le domaine de l'intendance, que ce n'est pas leur métier de rêve. Mais en même temps, combien de jeunes aujourd'hui vont encore faire le métier qu'ils apprennent aujourd'hui ? Je crois que notre génération va peut-être changer 4-5 fois d'employeur. Et puis également avec les possibilités de formation continue, il y a vraiment des opportunités. Une réponse qu'on pourrait leur donner, c'est qu'on est en formation initiale, qu'obtenir un premier diplôme, ça renforce la confiance. Et puis que finalement, ce qu'on entraîne comme compétences lors d'une première formation professionnelle, ce seront des compétences également transférables à d'autres domaines. Je dirais simplement le fait de redonner l'envie d'apprendre, la curiosité, de travailler sur les stratégies d'apprentissage pour que l'élève puisse devenir acteur et auteur, on l'a entendu ce matin, de leur projet, eh ben, ça peut être une première expérience qui font qu'après ils peuvent s'engager dans une seconde formation. Je donnerai également l'exemple du TPA. Vous connaissez, donc c'est le travail personnel d'approfondissement qui représente le travail de fin de formation. Et on remarque que beaucoup de jeunes choisissent des sujets très en lien avec leur parcours et que cela leur permet de prendre conscience un peu de qui ils sont aujourd'hui pour rebondir par la suite. Donc ça, je trouve que c'est des travaux qui ont une grande valeur, même si ça se fait peut-être dans une branche, un métier qui n'est pas encore tellement le leur. Et puis enfin, je rebondirai sur le projet de vie, parce que je pense que c'est quelque chose qui se construit. L'AFP, c'est court, en 2 ans, mais déjà, d'envisager quelque chose pour une suite, je pense que c'est un premier pas qu'on peut faire. Mais j'ai envie de passer la parole à Serge Ramel là-dessus, parce que vous avez tout à l'heure parlé de votre fille qui disait qu'elle était la génération No Hope. Ouais. Je me dis, Christophe, j'ai envie de te taquiner. Voilà, là, il y a un choc générationnel. Tu parles de projet, de perspective. Est-ce que c'est un langage que les jeunes d'aujourd'hui comprennent ? Je vais ouvrir une première controverse, histoire de créer une controverse. Une controverse, ce n'est pas des gens qui ne sont pas contents et qui se disputent. En plus, moi, je ne vais pas me disputer avec un Vaudois comme moi qui travaille dans le même département que moi. La controverse, c'est plutôt sur l'idée. Moi, je pose une question sur cette question de transition. De mon poste d'observatoire, ce que je vois, en fait, c'est que les jeunes qui sortaient de l'école avant dans un modèle qu'on a toujours vendu aux parents, comme en Suisse, on sort de l'école, on fait un apprentissage, on est en entreprise. Aujourd'hui, de moins en moins,
ils sortent de l'école, ils font un apprentissage, ils sont en entreprise. De plus en plus, ils sortent de l'école, ils ne savent pas que faire, ils sont à la maison, ils sont en école de la transition, ils sont en 2e année d'école de la transition, après avoir redoublé 2 fois l'école obligatoire au passage. Donc en fait, on se retrouve à un moment donné avec un modèle qui ne tient plus. Donc on vend toujours en Suisse aux parents un modèle de la formation à 16 ans qui ne correspond pas à la réalité, et c'est l'aide qu'on a mis à disposition qui crée ce gap. D'autant plus que, je vais parler plutôt de mon fils qui a commencé dans une école professionnelle à Genève-Lullier, vous connaissez, qui a 16 ans, qui a commencé à 16 ans, qui se retrouvait avec un décalage de 3 ans avec les camarades, puisqu'à Lullier, la moyenne d'âge est plutôt autour de 20 ans dans sa classe. Le plus jeune après lui, avait 19 ans. Donc il se retrouve, ils ont bien suivi le système, apprentissage, école professionnelle, gna gna gna, etc. Comment on a expliqué, avec en concurrence, puisqu'on va, dans le concours d'entrée, on va le mettre en concurrence avec des jeunes qui ont pu bénéficier pendant 2 ans, 3 ans d'une école de la transition, etc., puisqu'on va mettre dans les écoles professionnelles des élèves plus âgés et qu'on va casser, de cette manière-là, le système qui était prévu au départ pour école obligatoire apprentissage. Alors qu'on soit clair, puis qu'on fasse comme l'Ontario, on reconnaisse que l'école obligatoire ne s'arrête pas à 14 ans ou à 15 ans, mais qu'on rajoute 3 années d'école obligatoire qui servent à autre chose, qui s'appelle la transition, où ils construisent un projet de vie, mais dans l'école obligatoire, et qui ne soient pas en concurrence pour les écoles professionnelles à 15 ans, et qu'on fasse comme si un jeune qui avait 15 ans et un jeune de 18. Et voilà, ça y est, voilà. quitte controverse. Alors, moi je suis enseignant à l'école de la transition. Ça me fait un peu mal par ce que vous dites là, et je ne suis pas tellement concluant par rapport à votre métier, puisque vous formez les enseignants de l'école obligatoire qui sont censés former les élèves qui rentrent en apprentissage. Exactement. Et là, vous dites que en fait, les enseignants ne font pas forcément leur travail, puisqu'on a dû créer des mesures adaptées aux jeunes qui n'ont plus la possibilité de rentrer directement en formation professionnelle. Et que cette école de la transition crée ce nouveau problème de ces jeunes qui ne trouvent pas de solution. Non. Du coup, on adapte par rapport à... La bonne mesure pour ces jeunes-là va créer des problèmes pour d'autres par la suite, puisqu'en fait, on se retrouve avec des jeunes de 15 et de 18 ans qui se présentent pour la première année à la même école. Je lance une controverse, exprès. Parce que visiblement... Moi, Oui. Oui. Mon collègue qui est là, qui nous a parlé de ça, le porte-parole, il y a des règles de classe de SAS. C'est très rare qu'on ait des cas avec des SAS où ils refont 2 ou 3 fois. C'est des cas particuliers et qui sont suffisamment particuliers pour qu'ils n'existent que peu. Autrement, c'est une année de transition. Oui, mais c'est ajouté à 1 année et 2 ans de redoublement à l'école obligatoire. Non, c'est parce qu'en fait, cette année de transition, elle se rajoute pour certains élèves à 2 années de redoublement, puisqu'on conserve aussi au passage à mesure doublement. Donc ils sortent à 17 ans de l'école, et puis en plus, après, il y a encore 1 année de transition, ils arrivent à 18 ans sur le marché. Mais comme le dit mon collègue, à un moment donné, nous, on n'a pas vu, parce qu'il y avait un besoin. Oui. Et ce besoin, peut-être qu'il faut se poser la question. Honnêtement, si je me couche ce soir et que j'ai un rêve, j'aimerais ne plus avoir ces élèves-là. Je préférerais travailler dans une autre structure où ils auraient peut-être besoin, mais faut croire que si ça existe, et si c'est tant demandé, parce que si on regarde les statistiques qui augmentent, on constate, je ne sais pas, ce raisonne où Madame Hirschfried ici, qui travaille et qui a travaillé très longtemps dans notre structure, qui pourrait nous dire l'évolution dans son chiffre est colossale. Il faut croire que la question que j'ai vous poser, mon collègue avait raison, vous êtes formateur, vous formez des jeunes enseignants. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, et là, on m'adresse à tous, un problème à l'école obligatoire à résoudre? Comme ça, on n'existe plus, et je vous assure, monsieur, je signe sur un papier, je vais volontiers travailler dans une école prof à la place de... Alors, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. La première était ici. Je voulais juste relever que l'école de la transition, donc il ne faut pas avoir 18 ans, donc il faut être dans sa 17e année.
Et puis par ailleurs, les jeunes qui ont 17 ans puis qui rentrent à l'école de la transition, s'ils ont redoublé 2 fois, ça peut être parce que c'est des jeunes aussi d'origine étrangère qu'on a fait rentrer, qu'on a enclassé dans une classe pour plus jeunes et qui ont peut-être fait une année. Et puis souvent les jeunes de 17 ans, alors il y en a qui vont à l'école de la transition, mais souvent ils aimeraient davantage entrer dans une formation professionnelle et puis ils n'ont pas forcément trouvé de place d'apprentissage. Et puis les employeurs aussi sont très regardants par rapport à l'âge des jeunes quand ils entrent en apprentissage. Moi je travaille pour la transition 1, je vois un certain nombre de jeunes qui commencent des apprentissages aussitôt l'école obligatoire et à l'automne on a beaucoup de ruptures d'apprentissage 1 mois après le début de l'apprentissage. Donc il y en a qui essaient de rentrer, mais il se trouve que ce n'est pas tout à fait ce qu'ils attendaient, ils sont trompés d'orientation, etc. Oui, bonjour. Venant du monde professionnel dans un métier de l'industrie, comme j'ai commencé il y a plusieurs années, les patrons allaient chercher les jeunes à la sortie de l'école obligatoire, pour ceux du collège ou bien les plus doués quelque part. Maintenant, cette transition a aussi été créée quelque part par notre société, et j'aurais envie de dire par le monde des patrons. Parce que pour avoir visité quelques patrons dont j'ai des jeunes en stage, j'ai des patrons qui m'ont dit on hésite à engager des jeunes qui sortent à 15 ans et demi parce qu'ils ont un manque de maturité. Donc notre société et le monde des patrons, quelque part, ont aussi créé ces années de transition. Vu que dans les statistiques, le monde d'entrée en apprentissage est à l'heure actuelle de 18 ans et demi. Donc les jeunes, ils font quoi entre 16 et 18 ? Et notre société a créé ce monde de la transition. Mais aussi les patrons, quelque part, qui sont devenus plus frileux à engager des jeunes à la sortie de l'école obligatoire. Merci. Il y avait plusieurs mains. Juste, on arrive quand même vers 4 heures. Je vois des gens qui partent discrètement. Si vous avez des obligations, n'hésitez pas. Mais on va doucement conclure la journée. Alors, madame, vous aviez levé la main tout à l'heure. On a dit tout à l'heure que, effectivement, on ne fait pas plus un métier dans la vie, on en fait plusieurs, ce qui veut dire qu'on rentre à l'école, on peut faire un apprentissage, 2 apprentissages, on peut le faire à 16 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, 35 ans. On parle aussi de scolarité de plus en plus verticale et non plus horizontale, et je crois que c'est effectivement, il faut s'y faire, que dans les classes, maintenant, il y aura des jeunes qui rentrent à 16 ans, comme des jeunes qui seront à 20 ans, et c'est justement ce qui va peut-être faire la richesse d'une classe, c'est aussi cette d'âge, et puis de différentes expériences, en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bien sûr, j'ai lancé la controverse. Pour moi, le piège, ce serait qu'on rajoute une 2e, une 3e, une 4e année de transition parce qu'on pourrait se retrouver avec des jeunes à 21, 22, 23 ans. C'est ce qui arrive dans certains pays. La question que vous avez posée, elle est excellente. C'est qu'est-ce qui se passe du côté de l'école obligatoire pour que des jeunes sortent de l'école obligatoire sans projet, sans forcément orientation, sans savoir ce qu'ils veulent, sans connaître. Moi, je forme des enseignants dans le module dans lequel on est sur la transition. On rend sensible les enseignants qui, la plupart, ont passé par l'université de ce qui se passe dans le monde du travail, mais de ce qui se passe aussi dans le monde professionnel, parce qu'ils n'ont aucune idée par exemple, ils ne savent même pas que les AFP existent. Ils ne savent même pas, en fait, qu'on peut passer, en fait, d'un CFC à une autre école spécialisée à un moment donné. Certains, maintenant, il y en a de plus en plus qui arrivent avec une Matu Pro, mais avant, ce n'était pas le cas. Donc, il y a déjà cette notion de passerelle qui n'existe pas. La deuxième chose, c'est que dans cette controverse que j'ai exprès ouverte de manière provocatrice, je pense que la question n'est pas à chercher du côté de l'école de la transition. L'école, elle est à chercher du côté de l'école obligatoire et de l'économie. C'est-à-dire que, et je vais finir cet exemple-là, une directrice d'école dans le canton de Vaud, c'est dans une région industrialisée du canton de Vaud, c'est là où il y a le plus d'entreprises. Vous voyez Crissier, hein ? Eh bien, c'est là où il y a le plus d'entreprises au mètre carré dans le canton de Vaud. Eh bien, n'arrivant pas à placer les jeunes après l'école obligatoire, en particulier ceux qui sortaient des filières moins favorisées, elle a invité tous les patrons de la région en disant on a un problème, on a plein d'entreprises, on ne trouve pas de place de stage. Comment on peut faire ? Ils se sont mis autour de la table et puis ils ont construit un pacte social, à savoir que les entreprises allaient fournir des places de stage aux jeunes.
Et ça a débouché après sur les apprentissages. Et il y a des jeunes qui n'étaient pas prêts pour commencer un apprentissage à 16 ans, mais il y en a d'autres qui étaient prêts pour commencer un apprentissage à 16 ans. La question se pose différemment. Et je pense qu'on doit vraiment, cette controverse, on doit vraiment la régler entre l'école obligatoire, la transition et le post-obligatoire et l'apprentissage et pas l'un ou l'autre. Enfin, le monde de l'apprentissage, les places d'apprentissage et pas l'un ou l'autre. Alors oui, brièvement, je rebondirai justement sur monsieur. Alors moi, je suis responsable en entreprise, donc on engage des apprentis. Et le constat qu'on a fait, effectivement, c'est plus l'apprenti est âgé, plus la difficulté de l'intégration en entreprise est difficile. Il a acquis une certaine autonomie, une certaine indépendance. Et effectivement, de les remettre dans une formation où il y a des contraintes, où il y a un formateur qui est derrière eux tous les jours, eh bien, on a fait de moins bonnes expériences avec des apprentis plus âgés que des jeunes qui sortent de l'école secondaire. Voilà, c'est tout en nuances. On voit qu'une question en soulève une autre, et puis une réponse soulève une nouvelle question. Alors, je donne une dernière fois la parole, puis après je vous permettrai à chacun de donner votre mot de la fin si vous le souhaitez, et puis on conclura cette journée, on pourra continuer informellement nos échanges autour d'un café. Voilà, j'aimerais interpeller les deux instituts de formation d'enseignants qui sont présents, donc l'IFFP et la HEP-VD. On a vu tout au début que finalement pour améliorer peut-être la performance de l'école, il faut apprendre à transgresser, à élargir le cadre et finalement à prendre des risques. Mais mon expérience, mes nombreuses expériences d'enseignants et de formateurs d'enseignants m'ont montré qu'en fait le goût du risque n'est pas ce qui caractérise le corps enseignant. Je suis désolé, mais c'est un constat. Et mon interpellation c'est la suivante. Qu'allez-vous faire pour inciter les enseignants à sortir ou à élargir le cadre ? Bon, je vais répondre, parce que tu m'interpelles. Je suis responsable de formation, alors ce n'est pas la formation de base, je ne suis pas responsable de formation en formation de base, mais en formation continue. Donc ceux qui viennent en formation chez nous font le choix de venir. Et je pense que ce qu'on a mis en place dans les formations, dans le champ du soutien et de l'accompagnement en formation professionnelle, c'est des formations qui incitent les participants à penser, et à penser leurs pratiques, et penser le monde dans lequel ils fonctionnent, et que je pense que c'est le meilleur outil ou c'est la meilleure arme qu'on puisse leur donner. Voilà. Alors, peut-être qu'on ne peut pas donner des injonctions au fond, pour leur dire de prendre des risques et de transgresser. La question, c'est de penser ce qu'ils font et de se donner les moyens aussi de se positionner. Je définis un professionnel comme quelqu'un qui est capable, au fond, de dire ce qu'il fait et de dire pourquoi il le fait, et puis de se positionner et de revendiquer aussi des choses pour pouvoir mener son action à bien, de aussi solliciter un certain nombre de mesures. Voilà, donc je pense que dans ces formations-là, on a un espace qui permet que des professionnels puissent se construire intelligemment. Alors je prends le relais. Alors, je ne suis pas porte-parole de la Haute École Pédagogique, je suis mon porte-parole personnel. Voilà. Mais disons que je pense que Freinet disait, dans l'édit de Matthieu, donc ça remonte, Augustin Freinet, disait « Ne te lâche pas les mains tant que les pieds ne touchent pas par terre ». Trop souvent, dans l'enseignement, dans la formation des enseignants, on leur demande de se lancer dans le vide en disant « Vas-y, t'inquiète pas, la chute ne sera pas dure, il faut juste travailler la réception ». Je pense que un des travaux d'un formateur-chercheur comme moi, je parle vraiment de moi, c'est pas seulement en fait dans la préconisation, dans des nouvelles, en fait de prescription, mais d'être avec les étudiantes et les étudiants, et par la suite les enseignantes et les enseignants. Moi, je travaille aussi beaucoup avec les conseils de direction d'établissement pour qu'on soit avec eux dans ce cheminement.
Il ne s'agit pas de se dire il y a la HEP qui forme, puis après il y a le terrain, vous vous débrouillez, mais c'est se dire comment on peut travailler ensemble dans le terrain. Donc les étudiants qui me connaissent, qui suivent des cours avec moi, eh bien, on travaille très concrètement sur leur situation, mais on cherche ensemble. Et moi, je ne leur mens pas en disant j'ai les pistes, je dis par contre j'ai les outils, un peu dans ce que vous disiez, pour réfléchir avec vous, mais ce n'est pas juste vous qui allez réfléchir à votre situation, c'est qu'à partir du moment qu'ils partagent une situation avec moi, je suis aussi impliqué d'eux que dans cette situation-là, y compris dans imaginer avec les directions d'établissement des écoles qui sont plus accueillantes par rapport à cette nouveauté. Donc pas travailler uniquement sur la formation initiale, mais je finirai là-dessus sur l'accompagnement des établissements pour que les établissements ou les entreprises, ça pourrait être en formation professionnelle, soient plus perméable ou absorbable, comment dire, comme un buvard par rapport à cette ouvert, voilà, mais aussi dans faire des capillarités aussi par rapport à ces changements, cette nouveauté. Mais ça s'accompagne sur le terrain et pas juste dans les cours à la HEP. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure? Alors, comme certainement beaucoup d'entre vous le savent, on a eu un changement de conseillère d'État dans notre département. Et elle a clairement énoncé un certain nombre de pistes, d'objectifs clairs de combat, hein, puisqu'on peut appeler cette lutte contre finalement une certaine injustice, hein, que des jeunes restent sur le côté de la route. Et les jeunes en difficulté font partie, hein, clairement des objectifs de la prochaine législature. Voilà. Avec de façon particulière l'accueil des migrants, mais pas seulement. Voilà. Il y a l'accueil des migrants qui font partie des jeunes en difficulté, mais voilà, il y a aussi des jeunes gens nés en Suisse et puis qui rencontrent aussi des difficultés et qu'il ne faut pas oublier non plus. Voilà. Je dirais aussi mon petit mot de la fin, si vous me permettez. La première chose, j'aimerais vous dire à tous merci. En tant qu'employeur, je dirais merci à vous qui encadrez ces jeunes et qui les normez ou formatez un petit peu quand même pour pouvoir participer à la vie active demain. Sans vous, on ne pourrait non plus rien faire et vous êtes un partenaire, comme l'entreprise. Deuxième chose, pour répondre un peu à monsieur, c'est vrai que peut-être les entreprises ne font pas assez, les patrons, j'aime pas ce mot, bon, les patrons, ça fait un peu trop, hein, mais les entreprises ou les employeurs ne font peut-être plus assez d'efforts pour peut-être prendre certaines catégories de personnes. C'est un problème, j'en conviens. Par contre, une des solutions, vous l'avez très bien cité, c'est que dans le dialogue, qu'on peut arriver à comprendre le problème des uns et des autres, et ensemble, on est toujours un peu plus fort et un peu meilleur. Et la troisième chose, et je terminerai par là, c'est que quoi qu'on soit dans la vie, en famille, en société, dans une entreprise, dans des concepts, le jour où on n'est plus capable de se remettre en question, c'est grave. Donc, c'est une éternelle continuation, parce que ça arrive de tous les côtés, les nouveaux cas de figure, les nouveaux problèmes, et puis c'est la grande chance qu'on a, c'est de pouvoir dialoguer, se mettre ensemble, et puis autour d'une table, on trouve toujours des solutions, et surtout on sensibilise les autres. Parce que souvent on croit qu'il n'y a que notre problème, alors que notre problème est bien plus large. Disons, le problème commun est bien plus important que mon problème à moi. Merci. Alors je terminerai ainsi. Beaucoup de choses ont été dites, mais pour ce qui concerne les enseignants, ça serait de les encourager à rendre visibles vos pratiques. Je pense que l'école a été pas mal malmenée par la société, les parents. Les enseignants sont un peu repliés sur eux-mêmes. Donc n'ayez pas peur à innover, à tenter des nouvelles choses avec ces apprentis qui ont des besoins particuliers. Et puis ça favorisera aussi votre reconnaissance, hein, le thème de la reconnaissance des enseignants. Je pense qu'il est assez sensible, donc voilà, de travailler sur cet aspect-là. Et puis enfin, une piste toute simple, c'est d'oser frapper à la porte du collègue, parce qu'on sait que souvent en salle des maîtres, on n'ose pas trop dire ce qui se passe bien ou moins bien, mais aller peut-être entre deux portes, proposer à un collègue, écoute, on ne pourrait pas faire un projet en commun. Et j'ai vécu des expériences de co-enseignement qui sont extrêmement enrichissantes. Donc voilà, je terminerai sur ce mot-là.